Bonjour, je suis Nadia du MOSICA, Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est globalement le grand projet. Nous allons l'aborder dans ces grandes lignes au travers de 6 grands chapitres. Vous trouverez bien sûr plus de détails sur notre site www.mosica.org. Je commencerai par une présentation brève sur qui nous sommes. Ensuite, j'aborderai la problématique de l'argent, puis le fonctionnement d'un monde sans argent. Nous verrons également quels sont les 3 grands freins psychologiques relatifs à l'idée d'un monde sans argent. Enfin, nous aborderons le grand projet et nous finirons avec quelques exemples de conséquences négatives liées au système marchand. Qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe de réflexion autour du monde sans argent pour la mise en place d'un modèle de société non marchand où on aurait un partage des ressources et des efforts. Nous soutenons des projets de documentaires, des livres, des interviews et on est ouvert à toutes les actions qui vont dans ce sens. Et des personnalités nous ont rejoints, entre autres Diego Aranega du Canard Enchaîné, Chris Naon, le réalisateur entre autres de l'Empire des Loups, et Audrey Vernon, actrice et comédienne. Et d'ailleurs, nous avons eu un article qui parle de nous dans Sciences et Vie, l'Humanité, Ouest France et l'Est républicain. Et nous avons notre propre plan d'action qui est le grand projet et que je vais vous présenter de manière succincte. L'argent est un problème. Pourquoi ? Quelques exemples de mécanismes intrinsèques liés à l'argent. Contrairement à ce qui est souvent dit, l'argent n'est pas un outil qu'il suffirait juste de bien utiliser. Car dans les mécanismes intrinsèques liés à l'argent, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Je ne citerai que 3 exemples. On ne peut pas dissocier l'argent de la guerre commerciale, ni la nécessité pour les entreprises ou les nations de faire du profit sous peine de s'effondrer, ou encore l'effet des vases communicants. En effet, si on épargne et qu'on ne dépense pas, cela peut nuire à l'économie. Mais si on dépense, on tend vers les difficultés. Ce qui entraîne des conflits d'intérêts dans tous nos choix, entre gagner de l'argent et préserver l'environnement, gagner de l'argent et aider les autres, etc. Et donc, cela crée de nombreuses dérives liées à l'argent, mais ici, nous allons en voir 5 qui sont indissociables d'un système marchand. La première dérive, ce sont les inégalités croissantes. Et cela fait plus de 2000 ans que ça se vérifie. Même si les bases de production de monnaie sont équitables et décentralisées, l'argent se centralise dans le temps, comme dans le jeu du Monopoly. On peut voir que même si les règles sont les mêmes et peuvent sembler équitables au départ, plus le jeu évolue, plus les richesses se centralisent sans retournement de situation. Les mécanismes sont simples. Les premiers qui s'approprient telle ou telle ressource les conserveront, et plus on est riche, plus on a les moyens d'investir pour être plus riche. Les plus pauvres n'ont pas la possibilité d'investir. Et toutes ces inégalités ont des répercussions graves sur nos sociétés. D'ailleurs, il a été démontré que ces inégalités accentuaient la méfiance envers les autres, favorisaient la toxicomanie, augmentaient le taux d'incarcération et le taux de suicide et impactaient négativement et la santé mentale et l'espérance de vie. La deuxième dérive inhérente à un système marchand, c'est l'impact négatif de l'argent sur nos comportements. Et cela est démontré par les sciences cognitives. Quel que soit le niveau de vie, l'argent nous impacte très négativement car ça entraîne une perte des valeurs éthiques, une perte des valeurs morales, une perte de l'empathie et le renforcement de l'individualisme. La troisième dérive inhérente à un système marchand, ce sont les dangers du pouvoir liés à l'argent. Le pouvoir de s'accaparer les biens et services, les ressources, les richesses, la possession des médias, la possession des moyens de production, etc. Et le pouvoir de diriger une nation. Grâce à l'accès au budget public, aux marchands d'armes, aux agents payés pour exécuter les ordres, etc., le pouvoir peut soumettre l'humanité par la volonté d'un seul ou d'un petit nombre à des lois et des décisions tyranniques. Ils peuvent également déclencher une guerre sans concertation, nucléaire, mondiale, etc. Comme on dit, le pouvoir d'achat existe, pas celui de pauvreté. En effet, le pouvoir est associé à l'argent
Et lorsque nous n'en avons pas, nous n'avons aucune possibilité d'exercer un quelconque pouvoir sur les décisions qui impactent notre vie. La quatrième dérive inhérente à un système marchand, c'est la guerre commerciale. En effet, quand nous achetons chez l'un, ce ne sera pas chez les autres. Et ça engendre plusieurs types d'impacts. Un impact psycho-émotionnel, pression, anxiété, burn-out, suicide, etc. Un impact social, guerre économique, système de gagnant-perdant. Il n'y a pas de système gagnant-gagnant dans une société marchande. Un impact écologique majeur, publicité, mauvaise qualité, délocalisation, etc. Et la rétention du savoir par le dépôt de brevets notamment. Bien évidemment, tout cela constitue en plus une perte de temps et d'énergie mise en œuvre pour battre la concurrence. Et la cinquième dérive, ce sont les dérives écologiques avec entre autres l'épuisement des ressources, déforestation, extinction des espèces, des minerais, les déchets plastiques, nucléaires, chimiques, la pollution de l'air, du sol terrestre et de l'eau. Et toutes ces dérives découlent directement de la nécessité impérieuse pour les entreprises de vendre quoi qu'il en coûte pour assurer leur survie. En effet, pour la pérennité de l'entreprise, il est impératif de vendre en permanence. Et pour cela, elles sont amenées à faire de la publicité intensive, du jetable, de l'obsolescence programmée, des soldes, fast fashion, bonnes affaires, cartes de fidélité, cadeaux pour les bons consommateurs, prix dégressifs, etc. Les entreprises ont également intérêt à pratiquer les prix les plus compétitifs pour battre la concurrence, ce qui entraîne une baisse de la qualité, l'augmentation de la productivité, la délocalisation, la publicité intensive, etc. Et là, on a pu voir que le système marchand et l'environnement ont des dynamiques totalement opposées. Alors, en dehors de la suppression de l'argent, quelle autre mesure permettrait de mettre fin à nos dérives actuelles? Nous avons ici un tableau qui, comme vous pouvez le voir, reprend toutes les dérives que la disparition de la monnaie permet de supprimer. Nous avons les dettes, les impôts, la corruption, les fraudes fiscales, les inégalités, les classes sociales, la surconsommation, les mafias, les guerres commerciales, l'obsolescence programmée, les crises financières, l'inflation, le chômage, les publicités, l'incitation à la consommation, etc. Et on peut se poser cette question. En dehors de la suppression de l'argent, est-ce qu'il existe une autre mesure capable de supprimer en même temps, non pas une, deux, trois ou quelques-unes de ces dérives, mais toutes ces dérives? Bien évidemment, il n'en existe aucune. Un monde sans argent, comment ça marche? Ici, c'est la phase de projection, d'imagination. Un monde sans argent, pourquoi ce n'est pas le troc? Le troc est basé sur le même modèle que l'argent, à savoir l'échange, et donc l'individualisme. Je te donne que si tu me donnes. De plus, le troc généralisé est impossible à cause de la double coïncidence des besoins. Par exemple, un dentiste ne va pas soigner une dent à son boulanger à chaque fois qu'il veut une baguette de pain. Par ailleurs, l'on sait aujourd'hui que les sociétés du troc n'ont jamais existé. La monnaie a été créée pour rémunérer des armées. Contexte d'un monde non marchand, donc sans argent. Nous avons ici un tableau qui met bien en évidence ce qui part avec la disparition de la monnaie et ce qui reste. Ce qui part, ce sont les dettes, les déficits budgétaires, les inégalités, les licenciements, les privilèges, la corruption, les impôts, les taxes, l'oligarchie, les trafiquants d'armes, les mafias, la guerre commerciale, les fraudes fiscales, l'obsolescence, les arnaques, le profit, les publicités, etc. Ce qui reste, ce sont la faune et la flore, les habitations, les hôpitaux, les outils, les moyens de production, les compétences, les connaissances, les transports, etc. On le voit bien ici, la disparition de la monnaie a la capacité à retirer la majeure partie des dérives sociales,
économique et écologique, tout en conservant ce qui est nécessaire. Les principes dans un monde sans argent. Nous allons voir ici comment organiser l'activité, comment gérer l'accès aux biens et services et comment prendre des décisions ensemble. Les activités. Chaque secteur assure son rôle gratuitement pour les autres. Par exemple, la santé, l'alimentation, l'habitat, et on peut ajouter l'instruction et bien d'autres encore. On garde la liberté de choisir le secteur de son choix, et on peut également décider de se former à une activité qui nous plaît davantage, ce qui implique que pour les secteurs restants, il y aura partage des efforts pour une question d'équité et pour réduire la pénibilité au minimum. Comme par exemple se partager le nettoyage des rues, ce qui représente un effort minime par habitant. Il est à noter que les acteurs de chaque secteur, dans lesquels il n'y aura plus de concurrence, peuvent enfin agir ensemble, partager les efforts, partager les compétences, les outils, pour un résultat inédit et optimal de leur fonction sociale. Qu'en est-il de l'accès? Si le bien est abondant ou nécessaire, par exemple l'alimentation, il y aura bien sûr partage parmi les intéressés. Par exemple, dans les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, on partage selon les récoltes. Si le bien est rare ou indivisible, ça ira au plus utile. Par exemple, un logement 5 pièces sera attribué à une famille plutôt qu'à une personne célibataire. Au plus équitable, par tirage au sort, au plus écologique, au plus proche du lieu d'activité, ou selon toute modalité choisie ensemble. Comme vous pouvez le voir, ce ne sera donc pas au plus offrant, mais selon des modes d'attribution plus bénéfiques pour l'humain, plus bénéfiques pour la société et plus bénéfiques pour l'environnement. La prise de décision dans un monde sans argent. On propose l'ODG, Organisation démocratique globale, sur la base des modèles d'autogestion. Comme c'est expliqué sur le site moussika.org, ça fonctionne sur la base des assemblées locales créées au plus petit échelon jusqu'au plus grand. La prise de décision ne se fait ni à la majorité ni par une quelconque élection, mais par le consentement. Des prises de décision allant de l'assemblée locale au global. Bien sûr, nous encourageons les prises de décision démocratiques, mais chaque assemblée reste autonome et peut choisir ses propres modalités d'organisation. Comme par exemple la désignation de ses représentants par tirage au sort, la révocabilité, le devoir de résultat et de transparence, etc. Et nous avons l'exemple de la commune de Kingersheim en France, dont les choix sont faits par ses habitants mêmes. Donc, si on récapitule les 4 principes du grand projet dans un monde sans argent, nous avons le choix du secteur d'activité, le partage des efforts, le partage des ressources et une démocratie citoyenne. Les 3 grands freins psychologiques. Le premier frein psychologique, nous ne ferons plus rien. C'est l'argument souvent avancé. Pourtant, nous n'avons jamais pu observer cela, ni historiquement, ni socialement, car c'est tout simplement impossible. En effet, nous chercherons toujours à nous organiser, ne serait-ce que par nécessité. Le deuxième frein psychologique, certains ne feront rien. Le système marchand crée de l'inactivité, il crée de la misère, il crée du chômage, des emplois inutiles, etc. Et c'est le seul système qui permet de prendre sans participer. Donc non seulement cette peur n'est pas fondée, mais qui plus est, c'est dans le système marchand qu'elle existe réellement. Par ailleurs, il faut savoir qu'être utile aux autres est considéré comme un besoin fondamental pour l'estime de soi et le regard des autres. En effet, ce besoin fondamental, loin d'être farfelu, est reconnu sociologiquement et plusieurs études vont dans ce sens, comme cette étude qui nous révèle que sur 295 gros gagnants du loto, seulement 12% d'entre eux ont quitté leur job. Nous avons également l'étude de l'économiste Andrew Clark qui a démontré dans son livre The Origin of Happiness
que participer à la vie active figure parmi les principaux déterminants du bonheur, alors que le fait d'être au chômage rend malheureux de manière durable. De plus, le premier confinement nous a démontré que nous n'avons pas besoin de tout le monde pour que la société tourne et pour sortir de notre système actuel. En dernier recours, les participants peuvent décider, selon leurs modalités, de n'attribuer qu'aux participants. Par exemple, les épiceries participatives ne sont accessibles qu'à ceux qui y ont contribué. Le troisième grand frein psychologique. Si c'est gratuit, les gens prendront trop. Le système marchand est une incitation massive et permanente à prendre trop. D'ailleurs, il y aurait entre 1200 à 2200 publicités vues par jour et par individu, sans compter les 15 000 avec les marques. Et tout cela induit du gâchis à outrance. Obsolescence programmée, fast fashion, produits jetables, mode, etc. et permet de prendre sans limite, la seule limite étant le porte-monnaie du client, puisque le client est roi. Dans le système non marchand, le client n'est plus roi. Il ne peut donc plus exiger une quantité démesurée. Par exemple, si vous demandez une quantité démesurée de viennoiserie à votre boulanger, bien entendu, il vous limitera, il gérera le partage. Dans le système non marchand, pour le bien de l'environnement et l'équité, nous gérons les ressources à la source, ce qui implique deux questions. Combien avons-nous pour tout le monde et comment les distribuer? Il existe plusieurs possibilités et donc plusieurs exemples. Le partage type AMAP, une production étudiée en amont pour éviter d'en produire plus que nécessaire, ou selon toute modalité choisie ensemble. Le grand projet. Nous allons aborder cette question au travers de deux grands points. D'abord, les trois étapes. La première étape est celle du rassemblement. Il est important d'être majoritaire et de réunir les secteurs nécessaires pour pouvoir passer à l'étape 2, qui est celle de la préparation, pour convenir d'une date et préparer le jour de la bascule, ce qui nous permettra d'arriver à l'étape 3, qui est celle de la transition, pour la mise en place de ce qui a été convenu ensemble. Il est important de bien comprendre que les trois étapes, ce n'est pas faire des jardins, être autonome et sortir du système marchand, mais c'est plutôt sortir du système marchand, libérer le potentiel et enfin être autonome. En effet, attendre d'être autonome hors système pour nous débarrasser de l'argent nous empêchera certainement de le faire un jour, car une part infime de la population seulement a la capacité d'atteindre l'autonomie, pour des raisons de manque de temps, de manque d'argent, d'énergie, de terrain, de santé, d'outils, de connaissances, etc. Alors même que nous pouvons observer qu'aujourd'hui, l'humanité est autonome en tout. Mais en attendant l'étape 2, les actions vers l'autonomie, exemple jardin partagé, les actions de gratuité, exemple place de partage, ateliers, soins, dons, etc. et les actions de communication sont nécessaires et doivent se multiplier. Pour développer l'idée d'un monde sans argent, pour apprendre à s'autogérer, pour donner envie, pour créer du lien, pour créer un état d'esprit et une dynamique. Participer au grand projet. Cela se fait selon vos disponibilités. Soit vous avez du temps et vous pouvez créer ou rejoindre une assemblée citoyenne existante. Une assemblée citoyenne permet de coordonner le mouvement avec les assemblées des autres communes et où vous pouvez mener des actions, toutes les actions en faveur de la gratuité et de l'autonomie. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous inscrire au grand projet. L'inscription nous permet de comptabiliser toutes les personnes qui sont prêtes à vivre dans ce monde non marchand. Quelques exemples de conséquences négatives liées au système marchand. En Union européenne, on a 4,5 millions de sans-abri alors que 11 millions de logements sont vides. La dette mondiale s'élève à 300 000 milliards de dollars et il existe plus d'une dizaine de techniques d'obsolescence programmée. Les 1% les plus riches détiennent
2 fois la richesse de 6,9 milliards d'êtres humains, et nous avons 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour, alors que 40% de la nourriture est jetée. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 6 semaines. Et 1/3 de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillée, perdue ou jetée entre le champ et l'assiette dans le monde. Avec la suppression de l'argent et la sortie du système marchand, toutes ces inégalités, toutes ces souffrances, toutes ces aberrations n'existeraient tout simplement plus. Vous pouvez retrouver plus de détails, de vidéos, d'articles, de livres numériques gratuits et la foire aux questions sur notre site www.moussika.org. C'est la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi.